Quiconque s'est déjà tenu sous les voûtes d'une ancienne gare a ressenti cette sensation étrange et inexplicable. D'un côté, une architecture majestueuse, des voûtes s'élevant vers le ciel, du marbre et du granit dignes des temples antiques. De l'autre, une locomotive à vapeur sale et bruyante, crachant des nuages de suie. Il en résulte une dissonance évidente, comme si l'on utilisait un ordinateur ultra sophistiqué pour casser des noix. Et si l'histoire officielle se trompait? Et si ces palais n'avaient jamais été destinés aux trains, et que les trains eux-mêmes n'étaient qu'une décoration maladroite que nous avons placée dans une maison étrangère et incomprise? Les réponses se cachent dans des détails qui semblent insignifiants au premier abord, mais qui brisent complètement notre vision familière du monde. Et le plus évident d'entre eux est leur échelle. Des portes massives, de 5, parfois même 8 mètres de haut, des fenêtres géantes et des plafonds d'une hauteur vertigineuse. Pour qui tout cela a-t-il été construit? Clairement pas pour une personne de taille moyenne, environ 1,70 m. La science officielle explique cela par une quête de grandeur, un pathos architectural. Mais dans la véritable ingénierie, où le poids d'une structure se mesure en milliers de tonnes de pierre et de métal, il n'y a pas de place pour la vaine ostentation. Chaque détail doit être fonctionnel. S'il existe des portes hautes de 3 étages, cela signifie que quelqu'un les franchissait. Si les escaliers des zones de service ont des marches inconfortablement hautes pour nous, cela signifie qu'ils étaient ergonomiques pour quelqu'un d'autre. Les puissants atlantes qui soutiennent les portiques des bâtiments de Saint-Pétersbourg ne semblent plus être des figures mythiques. Ils commencent à ressembler à des autoportraits des bâtisseurs, nous laissant un rappel silencieux de leur véritable stature. Nous marchons dans leurs maisons comme des souris dans un manoir abandonné, sans même remarquer que les poignées de porte sont à la hauteur de notre visage. Ces structures cyclopéennes que nous appelons gares ont été conçues et construites pour un type d'utilisateur complètement différent. Ce n'est pas seulement une supposition, c'est une conclusion tirée d'une simple analyse d'ingénierie. Toute structure, d'une simple chaise à un gratte-ciel, est créée en tenant compte des proportions de son utilisateur. Et les proportions de ces bâtiments crient que leurs utilisateurs étaient significativement plus grands que nous. La science officielle écarte ce fait avec l'explication commode du pathos architectural et d'une aspiration à la grandeur. Soi-disant, c'était ainsi que les empereurs et les industriels démontraient leur puissance. Mais cette version s'effondre face à la logique élémentaire et aux lois de la physique. En ingénierie, où des milliers de tonnes de pierre et de métal sont en jeu et où la moindre erreur de calcul peut conduire à une catastrophe, il n'y a pas de place pour une splendeur dénuée de sens. Chaque arche, chaque colonne, chaque ouverture a une fonction stricte. La construction de portes de 8 mètres de haut implique des dépenses colossales en matériaux, pour la création de charnières incroyablement solides et pour des mécanismes capables de mouvoir un objet aussi massif. Aucun architecte sain d'esprit n'entreprendrait une telle complication et une telle augmentation des coûts juste pour la beauté s'il n'y avait pas de besoin pratique. Ce besoin devient évident si l'on descend dans les zones de service des vieilles gares ou si l'on monte dans leurs tours, des endroits où le pied d'un passager ordinaire n'a jamais mis les pieds. On peut y trouver des escaliers extrêmement difficiles à utiliser pour une personne moderne. Les marches sont soit trop hautes, jusqu'à 40-50 cm, transformant la montée en un exercice de force, soit trop étroites, ne permettant pas de poser le pied entièrement. Ce n'est pas une erreur de conception, c'est une ergonomie calculée pour une longueur de pas et une géométrie corporelle différente. C'est une ergonomie pour des êtres de près de 3 mètres de haut. C'est alors que les statues d'Atlante et de cariatides qui ornent les façades des bâtiments de cette époque cessent d'être un simple hommage à la mode antique. Elles deviennent une indication directe, une sorte de passeport technique du bâtiment, démontrant de manière vivante l'apparence de ses véritables constructeurs et maîtres. Ce ne sont pas des héros mythiques, mais des portraits réalistes de ceux pour qui ces palais étaient une maison ou un lieu de travail. Nous, en revanche, semblons déplacés et hors d'échelle sur leur fond, comme des enfants qui ont essayé la veste de leur père. Cependant, la question de savoir qui étaient ces constructeurs
pâlit en comparaison d'un mystère encore plus fondamental. Même si nous acceptons cette hypothèse un instant, comment ont-ils pu ériger ces chefs-d'œuvre en utilisant les technologies primitives du 19e siècle? L'histoire officielle nous demande de croire à un conte de fées de milliers d'ouvriers avec des marteaux, des ciseaux et des brouettes qui ont construit ces complexes en un temps record. Mais dès que nous nous penchons un peu sur les questions de logistique et de science des matériaux, ce conte de fées s'effrite en poussière, révélant des trous béants dans notre compréhension du passé. Même en acceptant l'hypothèse de constructeurs géants, nous nous heurtons à un mur d'incohérence technologique et logistique qui transforme la version officielle de la révolution industrielle du 19e siècle en une absurdité. Oublions un instant les marteaux et les ciseaux et parlons le langage des chiffres et de la logique de l'ingénierie. N'importe quelle grande gare, soi-disant construite en 2 ou 3 ans au milieu du 19e siècle, est composée de millions, voire de dizaines de millions de briques cuites. Pour produire un tel volume, il faut des usines gigantesques fonctionnant en cycle continu. Il faut d'immenses carrières d'argile pour approvisionner ces usines en matières premières. Le ciel au-dessus des villes aurait dû être noir de la fumée de milliers de fours de cuisson. Cependant, sur les anciennes cartes et les anciens plans, nous ne voyons pas de zones industrielles d'une telle ampleur à proximité des chantiers. Mais même si nous supposons que ces usines fantômes existaient, le problème insoluble suivant se pose, la logistique. Le principal moyen de transport de l'époque était la charrette à cheval, avec une capacité de charge extrêmement limitée. Les routes, si elles existaient, n'étaient que des pistes boueuses. Le transport ne serait-ce que d'1 million de briques sur un tel terrain devient un cauchemar logistique, qui pourrait prendre des décennies et nécessiter une armée de charretiers et de chevaux. Pourtant, on nous demande de croire que cela s'est fait en quelques années, parallèlement à la livraison de milliers de tonnes de granit, de marbre et de structures métalliques. C'est le métal qui met un point final à cette histoire. Les délicates toitures voûtées des quais couvrant les voies ferrées sont faites de centaines de tonnes de métal de haute qualité. Selon les manuels, la métallurgie au 19e siècle n'en était qu'à ses débuts. Mais nous voyons des structures dont la qualité d'exécution étonne même les ingénieurs modernes. Des millions de rivets qui maintiennent ces arches sont installés avec une précision incroyable. La technologie du rivetage nécessite de chauffer le métal au rouge et de le fixer instantanément à coups de marteau ou de presse. Comment cela pouvait-il se faire à des dizaines de mètres de hauteur, sans grue moderne, sans ascenseur et sans équipement de sécurité? L'analyse chimique du métal de ces anciennes structures montre souvent une pureté surprenante de l'alliage et la présence d'additifs d'alliage qui le rendent presque insensible à la corrosion. Comparez ces poutres qui ont résisté 1 siècle et demi à l'air libre à une clôture métallique moderne que la rouille dévore en 10-15 ans. Ce n'est pas seulement du bon travail, c'est une technologie perdue. Mais même ces projets de construction colossaux pâlissent en comparaison du projet véritablement cyclopéen de création d'un réseau ferroviaire mondial. Rien qu'aux États-Unis, plus de 48 000 km de voies ont été posées avant 1860. Par qui? Par une population à peine remise des guerres, avec des pioches, des pelles et des brouettes. Le volume des travaux de terrassement requis pour cela est comparable à la construction de la Grande Muraille de Chine. Il fallait excaver la terre, créer des remblais parfaitement plats de plusieurs mètres de haut et percer des tunnels dans la roche sans utiliser de dynamite. Nous parlons de milliards de mètres cubes de terre déplacés. Et c'est là que se pose la question la plus dérangeante. Où ont-ils mis toute cette terre? D'énormes tas de déblais, des tertres comparables à des montagnes, auraient dû être laissés autour des voies ferrées. Mais il n'y en a pas. De plus, de nombreuses sections de voies sont posées dans d'étranges et profondes tranchées aux parois parfaitement droites, comme si elles n'avaient pas été creusées par des milliers d'ouvriers, mais découpées dans le corps de la planète par une fraiseuse géante. L'histoire officielle nous demande de croire à un miracle, à l'enthousiasme incroyable et à l'exploit de nos ancêtres. Mais il existe une explication beaucoup plus simple et plus effrayante qui résout toutes ces contradictions d'un seul coup. Nous n'avons pas construit ces gares et ces routes, nous les avons trouvées. Nous les avons trouvées, en arrivant sur les ruines d'un monde plus avancé. Et la preuve de cela n'est pas cachée dans des archives secrètes, mais est visible de tous, littéralement sous nos pieds.
Il suffit de faire le tour de n'importe quel grand terminal ferroviaire, soi-disant construit au 19e siècle, pour voir des fenêtres de taille normale qui sont à moitié, voire aux 2/3, enfouies dans l'asphalte. Les guides touristiques et les manuels d'architecture appelleront cela des puits de lumière pour l'éclairage du sous-sol, mais il faut réfléchir à l'absurdité de cette explication. Pourquoi un architecte concevrait-il une fenêtre géante, la décorerait-il d'une maçonnerie et d'encadrement complexes, pour ensuite l'enterrer délibérément dans le sol, ne laissant qu'une fente étroite où la saleté et l'eau s'accumulent constamment? C'est de la folie d'ingénierie. Personne de sain d'esprit ne dépenserait des ressources colossales pour décorer quelque chose qui sera enterré. La vérité est beaucoup plus simple et plus logique. Ce ne sont pas des fenêtres de sous-sol, ce sont les fenêtres des rez-de-chaussée. Les bâtiments des gares, comme la plupart des structures historiques de nos centres-villes, sont recouverts de plusieurs mètres de terre. La version officielle appelle cela une couche culturelle, qui se serait accumulée au fil des siècles parce que les gens ne nettoyaient pas derrière eux. On nous demande de croire qu'en 100-200 ans, dans des capitales impériales où la propreté était strictement contrôlée, une couche de terre de 2 à 3 mètres a pu s'accumuler. C'est un mensonge, conçu pour ceux qui n'ont jamais réfléchi au taux de sédimentation. Les rez-de-chaussée enfouis sont la preuve directe et irréfutable d'un événement catastrophique. Des torrents d'argile liquide et de boue ont recouvert les villes, et ceux qui sont venus après ont dû adapter les étages supérieurs survivants, y perçant de nouvelles entrées. Cette explication est étayée par un deuxième type de preuve, de vieilles gravures et photographies du milieu du 19e siècle. Les vastes places de Saint-Pétersbourg, Paris et Rome y apparaissent absolument vides. Les bâtiments majestueux sont là, mais il n'y a pas de vie. Seules de rares silhouettes en vêtements simples apparaissent parfois dans le cadre, semblant déplacées sur fond de ces structures cyclopéennes. Les historiens expliquent le vide par les longs temps d'exposition des anciens appareils photo, affirmant que les personnes en mouvement n'étaient tout simplement pas enregistrées. Mais pourquoi alors les mêmes images montrent-elles souvent des silhouettes claires de chevaux ou d'arbres se balançant dans le vent? La vérité est que ces villes étaient vides. Leurs constructeurs ont disparu à la suite d'une catastrophe. Et les quelques personnes que nous voyons sur les photos sont les premiers colons amenés pour développer l'immobilier vacant. C'est cette théorie qui permet à toutes les pièces du puzzle de s'assembler. Nous n'avons pas construit ces gares et ces voies ferrées, nous les avons déterrées. Nous sommes une civilisation qui est arrivée dans un monde tout fait, qui a nettoyé les ruines de la saleté et de l'argile et qui les a adaptées à ses propres besoins primitifs. Cela explique d'un coup la vitesse fantastique de la construction, l'absence de carrières et d'usines géantes, et les étranges tranchées droites dans lesquelles de nombreuses lignes de chemin de fer sont posées. Les constructeurs du 19e siècle ont simplement suivi les anciens tracés, déterré les remblais survivants et posé de nouveaux rails sur une fondation compactée depuis des siècles. Nous avons posé nos voies primitives là où coulaient autrefois des flux d'une toute autre sorte d'énergie. Mais si les gares sont les bâtiments excavés d'une civilisation antérieure, qu'étaient-elles réellement? Leur véritable but était bien plus grandiose que la simple attente d'un train. Leur véritable but était bien plus grandiose et complexe qu'une simple salle d'attente. La similitude de conception entre les gares, les cathédrales et les temples n'est pas un hommage à la mode ou un caprice d'architecte. C'est une nécessité fonctionnelle, une clé pour comprendre leur vrai rôle. En physique, un dôme est la forme idéale pour concentrer l'énergie des ondes et accumuler la charge statique. Ce n'est pas seulement un beau toit, mais un dispositif technique, un résonateur. Si vous regardez de vieilles images de gares avant les soi-disant reconstructions du XXe siècle, vous pouvez remarquer un détail frappant. Au sommet de leurs flèches et de leurs dômes, il n'y a pas de drapeau ni de croix, mais des structures métalliques complexes. Des sphères, des grilles, des hérissons à plusieurs rayons. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des antennes de réception. Ces terminaux étaient conçus pour collecter l'électricité atmosphérique, cette même énergie libre de l'éther dont parlait Nikola Tesla, et dont toute mention a été méticuleusement effacée de tous les manuels de physique officiels. Nous ne regardons pas des bâtiments individuels, mais les nœuds survivants d'un gigantesque système énergétique mondial.
Les gares, les cathédrales et les hôtels-de-ville, reliés en un seul réseau, fonctionnaient comme des centrales électriques et des distributeurs. Lorsque de vieux bâtiments de cette époque sont démolis, des armatures métalliques cachées sont souvent trouvées à l'intérieur des murs, que la science officielle qualifie de renforcement. Mais c'étaient des conducteurs. Le dôme antenne collectait la charge de l'ionosphère, l'armature métallique la transmettait vers le bas, et les colonnes de granit massives, contenant du quartz, agissaient comme des éléments piézoélectriques, convertissant et stabilisant cette énergie. La gare entière est une machine géante. C'est pourquoi ces immenses salles étaient lumineuses et chaudes sans aucune source visible. Rappelez-vous les descriptions des bals et des réceptions du 19e siècle, où l'air dans les salles brillait de lui-même. On nous dit que c'était de l'éclairage au gaz, mais n'importe quel ingénieur vous dira qu'un bec de gaz ne peut pas produire une lumière vive et uniforme capable d'éclairer une pièce avec une hauteur de plafond de 30 à 40 mètres. C'était une technologie différente. Les tuyaux de gaz et les fils électriques ont été posés bien plus tard, en taillant barbarement dans les magnifiques finitions en marbre et en défigurant les murs, juste pour éclairer tant bien que mal ces immenses espaces lorsque l'énergie libre des anciens a été coupée. Mais la collecte d'énergie n'était qu'une des fonctions de ces complexes. La hauteur excessive et l'énorme volume interne n'étaient pas nécessaires pour évacuer la fumée d'une locomotive à vapeur. Une simple cheminée suffirait à cela. Ce volume était nécessaire pour la résonance. Nous abordons maintenant une autre technologie des anciens, véritablement choquante. La lévitation acoustique. Le son est une vibration, et une vibration d'une fréquence spécifique peut changer les propriétés de la matière et de l'espace. Toute la géométrie des gares, les proportions des arches, la forme des voûtes, les matériaux de finition, tout est parfaitement réglé pour générer et maintenir des ondes sonores stationnaires. Peut-être que les véhicules de transport de cette civilisation ne roulaient pas sur des rails en faisant trembler le sol. Peut-être se déplaçaient-ils dans l'espace en utilisant des couloirs acoustiques, lévitant dans un puissant champ sonore. Et les arches géantes des gares n'étaient pas seulement des entrées, mais des portails, des points d'entrée et de sortie de ce réseau de transport mondial. Nous, comme des sauvages qui auraient trouvé un microscope, avons commencé à l'utiliser pour planter des clous. Nous avons posé des rails de fer primitifs à l'intérieur de ces portails et y avons fait rouler nos chariots cliquetants et fumants. Mais s'il s'agissait d'une civilisation si avancée, possédant l'énergie libre et peut-être la technologie des portails, que lui est-il arrivé? Et qui sommes-nous dans ce monde, n'ayant hérité que des fragments de sa grandeur passée? La réponse à cette question se trouve dans le phénomène le plus sombre et le plus soigneusement occulté du 19e siècle. La réponse à cette question se trouve dans le phénomène le plus sombre et le plus soigneusement occulté du 19e siècle. Les chroniques historiques rapportent un phénomène étrange et effrayant connu sous le nom de « train d'orphelins ». Aux États-Unis, en Europe et en Russie, des centaines de milliers d'enfants sans abri étaient chargés dans des wagons de chemin de fer et envoyés depuis des villes que l'on nous dit surpeuplées pour coloniser de nouveaux territoires. Le Far West, la Sibérie, des terres peu peuplées. Cela soulève une question inconfortable mais logique. D'où venait soudainement un nombre aussi colossal d'orphelins? L'histoire officielle fait vaguement référence aux épidémies et à la pauvreté, mais ces explications ne résistent pas à la critique. Aucune épidémie ne tue sélectivement la population adulte tout en laissant les enfants indemnes. La pauvreté ne conduit pas à ce que des centaines de milliers d'enfants perdent simultanément non seulement leurs parents, mais aussi tous leurs autres parents, grands-parents, oncles et tantes. Les chiffres ne collent tout simplement pas. Une telle explosion démographique d'orphelins n'est possible que dans un seul et unique cas, si la population adulte a été éliminée presque instantanément à la suite d'un événement mondial. Et nous arrivons ici à une hypothèse choquante qui bouleverse toute notre conception de nous-mêmes. Nous sommes les descendants de ces orphelins. Notre civilisation a été élevée dans une sorte d'incubateur sur les ruines de la précédente. Nos souvenirs, comme ceux d'enfants partant d'une page blanche, ont été effacés et on nous a donné une nouvelle histoire fabriquée. On nous a raconté un conte de fées sur nos grands ancêtres qui ont construit ce monde avec des pioches et des pelles, afin que nous ne posions pas de questions sur qui l'a vraiment construit.
On nous a fait croire à une progression linéaire du bâton à fouir à la locomotive à vapeur, afin de cacher le fait d'une régression monstrueuse. À la lumière de cette hypothèse, les majestueuses gares acquièrent une nouvelle fonction, sinistre. Ce n'étaient pas des points de départ pour des voyages passionnants, c'étaient de gigantesques centres de distribution, des points de tri pour le matériel biologique survivant, les enfants qui étaient amenés de partout après la grande réinitialisation. Imaginez cette scène, des trains remplis d'enfants effrayés arrivent dans ces magnifiques gares. Les enfants descendent sur les quais, lèvent la tête et voient ces voûtes cyclopéennes, pensant qu'elles ont été créées par les grands ancêtres de leur nouveau manuel. Ils ne savent pas que leurs parents ont disparu lors de la catastrophe qui a détruit le monde précédent. C'est pourquoi ces bâtiments provoquent en nous une anxiété et un vide subconscient. Ce n'est pas seulement la fatigue due au bruit et à la foule, c'est le cri de notre mémoire génétique qui connaît le véritable but de ce lieu. Ce n'est pas un lieu de voyage, mais un lieu d'exode, un lieu où le sort de notre espèce a été décidé. Lorsque nous sommes à l'intérieur, nous entrons dans le champ d'un résonateur géant qui est depuis longtemps désaccordé. Il n'harmonise plus l'espace, mais agit comme un suppresseur de la volonté et de la conscience. Les autorités connaissent intuitivement cette propriété. Ce n'est pas un hasard si, lors de troubles ou de coups d'État, les premiers lieux à être saisis sont les gares. Le contrôle d'une gare, c'est le contrôle du fond vibratoire de toute une ville. Cette réinitialisation qui a créé des armées d'orphelins n'était pas une catastrophe naturelle aléatoire. C'était le résultat d'une guerre mondiale, dont on peut encore trouver les traces sur les murs même de ces bâtiments, si l'on sait où regarder. Et il n'est pas nécessaire de chercher ces traces dans des archives secrètes, mais sur les façades des gares elles-mêmes et des vieux bâtiments adjacents. Un regard attentif révélera d'étranges dommages qui ne peuvent s'expliquer par des processus normaux d'érosion ou par des incendies locaux. Il s'agit de briques fondues, de granit avec des marques d'écoulement claires et de pierres qui, à certains endroits, se sont transformées en une masse vitreuse. Les historiens et les restaurateurs attribueront cela aux effets d'incendie, mais cette explication ne résiste pas à une vérification de base par les lois de la physique. La température de combustion du bois ou du charbon dans un incendie de ville typique ne dépasse pas 800-900 degrés Celsius. Pour que le granit, le minéral naturel le plus dur, commence à couler comme de la cire, une température de plus de 1200-1360 degrés est nécessaire. De plus, l'impact doit être instantané et incroyablement puissant. Ce ne sont pas des traces d'un feu ordinaire, ce sont des cicatrices laissées sur le corps de la planète par l'utilisation d'armes de haute technologie, comparables dans leur effet à des armes thermonucléaires ou à plasma. Nos gares et les centres historiques de nos villes sont les témoins silencieux d'une guerre mondiale qui a instantanément détruit la civilisation précédente. C'est dans ce contexte que nous devrions repenser les soi-disant grands incendies du XIXe siècle. Le grand incendie de Chicago de 1871, l'incendie de Moscou de 1812, les incendies dévastateurs de San Francisco, Seattle, Boston, ils ont tous suivi le même scénario étrange. Des villes, construites principalement en pierre et en briques, ont brûlé jusqu'aux fondations, faisant fondre non seulement le métal, mais aussi la pierre. Les explications officielles des causes semblent toujours ridiculement absurdes. Une vache a renversé une lampe à pétrole et une métropole entière a brûlé à cause de cela. Pouvez-vous croire qu'une ville de pierre puisse être détruite par une seule lampe ? Ce n'était pas un accident, c'était un nettoyage ciblé. Les quartiers et les villes qui avaient été trop gravement endommagés lors de la catastrophe mondiale et qui ne pouvaient être ni restaurés ni déterrés ont simplement été rasés. Ils ont été effacés de la surface de la Terre pour cacher l'ampleur réelle de la destruction et pour construire à leur place de nouvelles boîtes primitives pour une nouvelle population amnésique. Mais les gares ont été laissées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont survécu. Ces bâtiments ont été initialement conçus et construits comme des bastions fortifiés, comme des bunkers. Leurs murs incroyablement épais, leurs fondations enfouies sur plusieurs étages, leurs revêtements en plomb entre les blocs, que les restaurateurs mentionnent parfois, tous ces éléments sont des protections contre une onde de choc et des radiations pénétrantes. Ils étaient trop précieux en tant que nœuds de contrôle et de communication,
en tant qu'îlots survivants de technologies anciennes. C'est pourquoi ils ont tenu là où tout le reste a été réduit en ruines. C'est pourquoi ils sont devenus les centres de cristallisation de notre nouvelle civilisation primitive, qui a été cultivée sur ces cendres. Maintenant, avec toutes les pièces du puzzle en place, l'image finale, la plus troublante de notre monde, se dessine. Nous vivons dans un monde de décors, en utilisant les restes de la technologie d'une grande civilisation qui a été systématiquement détruite. Toute notre histoire officielle est un mensonge, écrit par les vainqueurs de cette dernière guerre. C'est un conte inventé par des pillards qui ont été les premiers à mettre la main sur les connaissances et les technologies survivantes, qui se sont appropriés ces palais et se sont appelés rois, présidents et magnats. Regardez comme ils semblent ridicules et déplacés sur fond de l'architecture que leurs ancêtres sont censés avoir créée. Un dirigeant moderne prononçant un discours devant les colonnes géantes du Capitole ou du Kremlin ressemble à un homme portant une veste qui a 5 tailles de trop pour lui. Cette inadéquation imprègne toute notre culture. Nous construisons des bâtiments en verre et en béton qui tomberont en poussière dans 50 ans, et nous le faisons à côté de quais en granit éternel qui ont résisté pendant des siècles. Nous appelons progrès la création de choses jetables, ayant oublié les secrets des alliages éternels. Nous sommes une civilisation de dégradation, pas de progrès. Et le principal témoin en est le gouffre béant entre notre niveau technologique et celui de ceux qui ont érigé ces gares. On nous a fait croire que nous avons évolué d'un bâton primitif à un smartphone, afin de tuer en nous le sens même de la grandeur, pour que nous ne posions jamais la simple question « Pourquoi ne pouvons-nous pas, avec tous nos ordinateurs et nos lasers, construire de la même manière ?» La réponse est simple, parce que nous avons perdu la technologie, la connaissance et peut-être même la capacité génétique de créer au niveau des dieux. Nous avons été transformés en consommateurs, parqués dans des cellules de béton, et on nous a donné des emplois de 8 heures par jour pour que nous n'ayons pas le temps de lever la tête et de vraiment regarder les voûtes d'une gare, ces cartes du ciel figées dans la pierre. Mais les traces sont toujours partout, dans les portes géantes, dans les fenêtres qui se sont enfoncées sous terre, dans la maçonnerie polygonale impossible à reproduire. Il est temps d'arrêter de croire les manuels et de commencer à regarder autour de nous. Les gares ne sont pas seulement des nœuds de transport, ce sont des témoins à charge en pierre, des reproches silencieux à notre aveuglement. Et la clé principale pour comprendre qui nous sommes vraiment. Chaque fois que vous achetez un billet de train, vous passez par un portail qui n'a pas été fait pour vous. Vous entrez sur le territoire d'un dieu étranger et disparu. Et le système a peur qu'un jour, vous vous arrêtiez au milieu du hall principal, que vous leviez les yeux vers le dôme et que vous compreniez tout sans un mot. Et peut-être un jour comprendrons-nous vraiment comment remettre leur machine en marche.